Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons de philosophie de la matière, à l'école du père Marie-Dominique Philippe et en vue de la lecture de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Et je voudrais dans cette deuxième leçon aborder la question de l'induction du principe qui permet de comprendre l'unité de cette science particulière qui s'appelle la physique. Chacune des disciplines philosophiques telles que nous les avons abordées commence par procéder de cette façon-là. Ça veut dire qu'on regarde un niveau particulier de la réalité et on constate une diversité énorme de phénomènes, d'observations que l'expérience apporte. Le problème est que si on en reste uniquement à la considération de cette diversité, et si on ne comprend pas que, à la base de tout, il y a une cause unique qui permet d'expliquer cette diversité, eh bien, on ne peut pas créer non plus une science, au sens littéral du terme. Une science, c'est pareil, c'est un ordre dans l'intelligibilité des choses. Et donc, confronté à la diversité de ce que la connaissance humaine perçoit, il est nécessaire, pour qu'on puisse poser une science unifiée, qu'on trouve ce qu'on appelle en critique un principe d'unité, de l'intelligibilité. Alors évidemment, la cause d'unité dans le réel correspondra, pour ce qui est de l'intelligibilité, au principe. C'est logique que ce qui cause l'unité dans le réel puisse être aussi ce qui cause l'unité dans l'intelligibilité que donne cette science. Alors, je l'avais montré pour toutes les parties de la philosophie. Par exemple, dans les philosophies pratiques, si on regarde l'activité artistique de l'homme, on voit bien que ce qui unifie tout son travail et ce qui aboutira à l'œuvre, c'est un projet qui est né d'une inspiration et qu'il porte dans sa tête. Au contraire, lorsqu'on regarde l'activité morale d'un homme, il se comporte bien, il travaille. Eh bien, on s'apercevra que c'est toujours en vue d'une finalité, et que si un homme n'a pas de finalité éthique à sa vie, qui peut être par exemple sa famille, qu'il aime, eh bien sa vie n'est pas unifiée. Au point de vue éthique, il va avoir une succession d'activités. Au contraire, si on comprend le principe d'unité de la vie d'une personne humaine, alors on comprend l'unité même de sa vie tout entière. Il en a été de même en philosophie politique. Une communauté, c'est une agrégation d'êtres humains, et à la rigueur, les êtres humains, ils peuvent être indépendants, ils peuvent partir à droite à gauche. Mais s'ils trouvent quelque chose qui les incite à vivre en commun un certain temps de leur vie, eh bien, c'est cette cause-là qui expliquera l'unité de la communauté qu'ils forment. Et donc, si on veut comprendre une communauté, il faut en comprendre le principe qui est une sorte de bien commun à tous vers lequel ils tendent. Alors on le voit, c'est pareil pour toutes les disciplines. Eh bien, en physique, qui est la seconde discipline de la philosophie spéculative, il faut donc se demander si c'est pareil, pour voir s'il y a vraiment une science unifiée. Et pour cela, comme pour toute induction, eh bien, il faut commencer par partir de l'expérience. Et je dirais qu'il faut même multiplier les expériences. Plus on multiplie la base expérimentale de cette recherche, et plus l'induction de l'unité, la cause unique que je pratiquerai, plus elle paraîtra évidente. Donc, lorsqu'on regarde les corps physiques qui nous entourent, eh bien, on constate qu'il y a en eux diverses propriétés, diverses manières de se comporter selon les circonstances. Alors, je peux prendre un exemple concret. Prenons la mer qui est composée d'eau salée. Eh bien, je constate que, par exemple, soumis à telle force de vent, elle va produire tel type de vague en fonction de la profondeur qui est là. Et si le vent augmente,
il se produit des phénomènes différents. Et puis des phénomènes d'écume. Les vagues changent de forme. Si je suis au large, il peut y avoir des creux qui peuvent faire plusieurs mètres de profondeur. Et je constate que la mer, dans les mêmes circonstances, avec la même pression atmosphérique, avec la même quantité de vent, avec la même profondeur d'eau, eh bien elle se comportera toujours de la même façon. Par contre, imaginons que cette mer soit recouverte d'un film d'huile, de pétrole, disons, à cause d'une marée noire. Donc dans les mêmes circonstances de vent, de profondeur, de pression atmosphérique, eh bien je constaterai de mes yeux que le phénomène produit est différent. Les vagues sont moins hautes. La mer est plus calme. Il y a donc, soumis aux mêmes conditions, deux corps de nature différente qui produisent des effets différents. Et ces effets sont toujours les mêmes dans les mêmes circonstances. Il y a donc d'une part une diversité de phénomènes. Je pourrais multiplier les expériences. Par exemple, si je prends une goutte de cette eau de mer, que je la mets sur ma main, eh bien elle ne réagira pas pareil qu'une goutte de ce pétrole qui recouvre la mer. Donc si je multiplie l'expérience de tous les côtés possibles, je dirais même avec mes 5 sens, en touchant, en sentant, en regardant, eh bien je constaterai donc une diversité de phénomènes dans une certaine unité. Je veux dire par là que, toujours soumise aux mêmes circonstances, la réaction de ce corps physique particulier, soit l'eau de mer, donc eau salée, soit le pétrole, réagissent de la même façon. Alors, l'induction, elle procède de la façon suivante. Comment expliquer, alors qu'il y a diversité, cette unité qui se passe au-delà des temps et des lieux et qui est liée aux circonstances auxquelles on soumet tel corps physique? Parce qu'il y a un effet d'unité, eh bien, il y a forcément caché une cause immanente à ce corps physique particulier qu'est l'eau de mer, une autre cause immanente à ce corps physique particulier qu'est le pétrole, et qui explique l'unité de leur comportement. Cette cause immanente, très concrète, mais inaccessible de manière directe à l'expérience, on ne peut accéder qu'à ses effets, eh bien Aristote l'avait appelée, en grec, la physis. Autrement dit, si c'est traduit en français, on pourrait l'appeler la nature. Cependant, ce mot « nature », malheureusement, il est traître parce qu'il a plusieurs sens. Habituellement, justement, parce qu'on ne va pas à l'intérieur des choses, on dit que la nature de l'eau, c'est de réagir de telle façon soumise au vent. Et donc, on attribue le mot « nature » à des propriétés extérieures. Mais là, pour le moment, c'est pas du tout de cela que je veux parler. C'est de la cause immanente, cachée, invisible, qui non seulement structure ce corps particulier qu'est l'eau, qui lui donne d'être ce qu'il est, mais qui en plus a comme effet, soumise à des circonstances, à des conditions extérieures, de produire des propriétés, des réactions particulières. Donc les réactions particulières ne sont qu'un effet extérieur de quelque chose d'intime, qui structure un être particulier, un être physique, et qu'on appelle la nature. Cette nature, cette physis, est donc découverte d'abord comme étant la cause efficiente, donc elle répond à la question d'où vient, la cause efficiente de certains mouvements extérieurs que mon expérience a constatés, toujours semblables par rapport à ce corps physique particulier, qui est l'eau de mer, ou alors de l'autre côté le pétrole. C'est une cause qui est profonde, qui est immanente à la réalité. Et pour le comprendre, eh bien, il suffit de comparer à ce que produit une cause extrinsèque, ce que j'appelle le projet de l'artiste lorsqu'on fabrique une statue. Lorsqu'on prend un morceau de marbre et qu'on lui donne une forme magnifique, par exemple la Vénus de Milo, eh bien, on obtient une certaine unité, cette forme qui visiblement est liée à une inspiration et qui représente une femme magnifique. Eh bien,
La cause d'unité de cette œuvre d'art, elle vient du projet de l'artiste qu'il a réussi à imprimer dans cette matière. Mais la matière en question, le marbre, elle existait bien avant qu'on imprime cette forme extérieure, cette figura. Eh bien ce marbre qui a été travaillé par l'artiste, qui réagit de manière particulière au ciseau, en fer ou en bronze, qui peut se fendre, qui peut se poncer de manière très fine, il a une nature immanente, profonde. Et l'artiste ne fait que glisser sur cette nature immanente, que se servir d'une de ses propriétés, à savoir sa réaction aux outils de pierre, pour lui imprimer une forme extérieure. Donc on voit la forme que donne un principe extrinsèque comme l'idée de l'artiste n'a rien à voir avec cette forme immanente qui structure de l'intérieur une matière profonde qui préexiste évidemment à nous-mêmes, à l'humanité tout entière. Alors, certains philosophes anciens, à une époque où on ne connaissait pas toutes ces données de la science, se demandaient si pour expliquer l'unité de comportement de ces matières telles que j'ai décrites, il ne fallait pas poser une cause extérieure qui serait Dieu lui-même. Dieu qui ferait que, miraculeusement, à chaque fois, soumise aux mêmes conditions, l'eau se comporte de la même façon. Le raisonnement de ces anciens était finalement assez proche du mien. Il consistait à dire que, puisqu'il y a un effet qui est toujours le même, c'est qu'il doit y avoir une cause unique qui l'explique. Cependant, eux, étant incapables encore de comprendre que ce corps avait de manière immanente une nature qui expliquait ses propriétés, eh bien, ils en attribuaient la cause à quelqu'un d'extérieur, à un être premier, à un créateur. Je dirais qu'on pouvait, déjà à cette époque-là, par une simple observation de bon sens de la réalité, se rendre compte que l'eau, si elle réagit toujours de la même façon, c'est parce qu'elle est de l'eau. Pas besoin de poser un créateur pour expliquer ses propriétés. C'est sa nature interne, elle-même, qui en explique les propriétés, c'est évident. Donc c'est une réalité indépendante. Alors, pour préciser encore un peu plus ce que c'est que cette physis, cette nature, je crois qu'il peut être bon de la comparer avec l'induction que nous avons faite en philosophie du vivant, l'induction de l'âme des vivants. Il y a quelque chose qui ressemble, effectivement, au point que Aristote avait uni dans un seul traité la philosophie de la nature, sa physique et sa philosophie du vivant. Alors, je voudrais rappeler ce que c'est que l'induction de l'âme chez le vivant. Elle fonctionne un petit peu de la même façon. On constate donc un être vivant, comme par exemple un chien. Il a une diversité d'opérations. Il a des sensations. Il a des passions. Il peut manger. Mais il a aussi un corps qui est composé de millions d'éléments, d'atomes, de bouts liquides, comme on pourrait dire, et qui est structuré de telle façon qu'il forme véritablement un seul être vivant, au point que, si on le pique sur la patte, c'est le chien tout entier qui a mal. Et ça, on en fait l'expérience nous-mêmes avec notre propre corps. Et donc, ce chien, avec des facultés vitales diverses, avec un corps composé de milliers d'atomes unifiés pour former un seul corps vivant, il est donc une diversité. Et de la même façon, puisqu'il a aussi une unité, c'est un seul chien. Et si on le coupe en deux, il meurt. Eh bien, son unité forcément a une cause. Et cette cause, ce principe immanent au chien, cette cause efficiente de son unité, on va l'appeler cette fois l'âme. Aristote utilise le terme de psyché. Donc on le voit, c'est un raisonnement exactement analogue qui procède aussi d'abord par la cause efficiente. On se demande d'où vient l'unité de ce vivant particulier qu'est un chien. Cependant, il y a une grande différence. C'est que l'unité du chien, qui est faite de la même matière que le caillou, c'est une unité d'un degré de perfection absolument, radicalement différent, un degré de perfection supérieur. Je dirais que la matière du chien, elle est comme transfigurée par une forme, un ordre, qui en fait un être vivant,
mais en plus qui structure ces molécules vivantes de manière vertigineuse par rapport à tout ce que peut faire le monde non vivant. Et donc, la cause d'unité que j'appelle la physis, la nature. Donc on peut dire que l'âme est pour le vivant ce que la nature est pour le caillou, pour la goutte d'eau. Mais l'âme est un principe d'unité immensément plus puissant, capable de réaliser une réalité immensément plus complexe. En comparaison, la nature, la physis, est un principe d'unité, c'est certain, mais dont les propriétés sont limitées en comparaison de ce que peut faire l'âme. Il y a un tel saut d'organisation entre le monde non vivant et le monde vivant, que toute la difficulté, justement, c'est d'arriver à comprendre comment on est passé originellement de l'un à l'autre, alors que la matière non vivante, avec sa nature, principe d'unité de son être, elle n'a aucune intention, aucune propension à s'organiser sous forme de vivant. Et actuellement, les grands scientifiques essayent de se passer d'un être premier organisateur en sont réduits à se mettre à croire de nouveau en la génération spontanée, un petit peu comme les anciens qui pensaient que depuis la boue, avec un peu de soleil, il apparaissait des grenouilles dans la terre. C'est exactement la même pensée, sauf qu'une amibe, une bactérie primitive, c'est tout aussi compliqué qu'une grenouille, finalement. Alors, je voudrais continuer mon analyse de ce que c'est que la nature, la physis, et en manifester les effets. Alors, l'un des effets évidemment premiers qu'on constate, c'est que cette nature est cause de la forme, au sens profond, ça veut dire des déterminations profondes de ce corps physique qui est devant moi. Je veux dire par là que cette nature n'est pas seulement cause des mouvements que j'ai constatés, cause efficiente des mouvements que j'ai constatés. Mais ce corps physique-là, avec sa structure intime, profonde, que la science moderne arrive à découvrir, par exemple pour l'eau, on sait très bien qu'elle est composée de 3 atomes. Un atome d'oxygène, 2 atomes d'hydrogène. Et qu'une goutte d'eau, ce sont des centaines, des milliards de petites molécules d'eau qui sont unifiées les unes aux autres pour donner ce corps immense qu'est la petite goutte d'eau. La mer, c'est encore plus. Mais c'est le même corps à la base. Et donc, la nature de l'eau, cause efficiente de son unité, a comme effet premier de donner la forme de cette molécule particulière, dont les propriétés vont être diverses selon qu'on a un crachin, une grosse goutte d'eau, un lac, un océan. Mais c'est toujours le même corps, avec sa même nature, H2O. Je dirais que cette forme, cet ordre qu'il y a dans ces corps physiques est l'effet le plus manifeste, le plus magnifique de ce que fait le principe d'unité, la cause d'unité cachée à l'intérieur des réalités physiques. Cependant, cette nature comme cause efficiente, elle a un autre effet. C'est elle aussi qui unifie dans un seul corps, ce corps physique, ce qu'on pourrait appeler sa matière. Je veux dire par là que cette goutte d'eau, elle est pesante, elle est une réalité, elle n'est pas seulement une forme abstraite. Lorsqu'il y a des vagues, je dirais que la forme extérieure de la vague peut changer, mais que fondamentalement, c'est toujours la même matière. Cette mer immense qui est devant moi et qui réagit avec des propriétés, comment dirais-je, extérieures, qui sont dues toujours au fait qu'elle a une nature unifiée. Alors, autre effet qu'explique cette nature, cause immanente de l'unité d'un corps physique, c'est la fin du mouvement, sa finalité. Je veux dire que le mouvement, pour reprendre l'exemple d'une vague, trouve sa forme, mais aussi son terme, à cause de cette nature de l'eau. De même que la nature de l'huile étant différente, la finalité du mouvement et son terme ne seront pas le même. Alors il me reste maintenant à regarder encore une conséquence de ce que c'est que cette nature telle que je l'ai induite. Si je prends 2 gouttes d'eau séparées, je constate donc qu'elles ont exactement les mêmes réactions soumises
aux mêmes conditions. Et donc, je peux induire pour chacune d'elles un principe d'unité, une nature. Chacune de ces gouttes d'eau est un corps individué, différent de l'autre, avec son unité. Alors, je pourrais dire que cette unité, cette individuation, avec cette forme particulière que prend la goutte d'eau quand elle tombe, eh bien, elle est due à son principe immanent d'unité. Cependant, est-ce qu'on peut dire que les deux gouttes d'eau ont la même nature? Eh bien, je dirais oui et non. Tout dépend de la façon dont on prend le mot nature. Et c'est ça la complication de ce terme, de ce mot nature qui signifie tellement de choses. Ces deux gouttes d'eau ont la même nature en ce sens qu'elles ont quelque chose de commun, de même que j'ai la même nature que par exemple Henri, une autre personne qui se promène dans la rue. C'est la nature humaine. Seulement cette nature-là, elle est une abstraction, quelque chose que je connais en philosophie critique pour comprendre ce qu'il y a de commun entre deux êtres humains, entre deux gouttes d'eau. Dans la réalité, et si je pratique l'induction, j'ai moi-même une nature individuelle qui m'individue et qui n'est pas la même que celle d'Henri dont je parlais tout à l'heure. Cette nature qui fait mon unité, c'est mon âme. Et mon âme individuelle est différente de l'âme d'Henri. Eh bien, pour la goutte d'eau, je dois dire la même chose. Je peux induire pour chaque goutte d'eau son principe individué d'unité d'être. Si les deux gouttes d'eau s'unifient pour n'en former plus qu'une, est-ce que je peux dire qu'il y a deux natures qui se sont unies? Non, je pense qu'il y a un nouveau corps qui est porteur, dans un sens critique, de la nature générale de l'eau, mais que ce nouveau corps, il a un principe d'unité, individué, qui est sa physis, au sens de ce que j'indique en philosophie de la nature. Et donc, on ne peut pas dire que la physis de cette grosse goutte d'eau qui s'est formée à partir de deux petites gouttes d'eau est la somme des deux physis précédentes. C'est quelque chose de nouveau, qui produira d'ailleurs des effets nouveaux. Et donc on voit comment il est compliqué de jongler avec les mots par rapport à ce principe qu'on appelle la physis. C'est un principe qui est beaucoup moins net à manier que celui de l'âme individuelle des vivants. Parce que les vivants, eux, sont parfaitement individués, en tout cas les vivants supérieurs. Comme je le disais, si on coupe un être vivant supérieur en deux, il ne survit pas. Et donc on a tué son principe d'unité, sa nature, à savoir son âme. Si je coupe une goutte d'eau en deux, je n'ai pas tué l'eau. Les deux gouttes d'eau formées gardent leur unité, ont une unité individuelle. Et pourtant, est-ce qu'on peut dire qu'on a coupé leur nature? Pas vraiment. Donc on le voit pour ces réalités particulières que sont les réalités physiques, la nature, cause d'unité de l'être, cause d'unité des propriétés, elle est difficile à appréhender dans son individuation. Ou alors, en tout cas, on peut dire qu'elle est facile, elle a facile de s'unifier pour former la nature d'un corps plus gros en taille. Face à ce problème de l'individuation, de la question de savoir où se situe précisément la nature des corps physiques, eh bien, je serai obligé, dans une leçon, la leçon suivante, d'aborder d'une autre manière cette induction du principe d'unité des êtres physiques. Alors, avant de terminer cette deuxième leçon, un peu complexe avec l'induction de la nature, je voudrais maintenant réinsister sur une notion que j'ai abordée juste avant, mais avec les termes d'Aristote, puisque ce sont ces termes-là qu'on retrouve dans la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Je veux parler de la notion de nature-forme et de nature-matière. Et je voudrais manifester comment est-ce que Aristote les a mis en place, s'en est servi dans sa physique philosophique. Alors en fait, il s'en est servi en faisant l'induction de la cause efficiente que j'avais indiquée tout à l'heure, et en partant de l'expérience. Donc Aristote
lorsqu'il part d'un caillou, par exemple, un morceau de marbre brut, qui est là, et qu'il se demande quelle est l'unité de cette matière particulière qui est devant lui, de ce corps pesant, eh bien, il a l'idée, tout de suite, de comparer les choses à un morceau de marbre sculpté par l'artiste. Il permet de distinguer, en tout cas chez l'artiste, une matière pesante, une masse de marbre particulière, et puis une forme artistique, une figura extérieure que l'artiste va imprimer par son travail. Et donc dans l'œuvre artistique, il y a bien une matière première qui sert à l'artiste, qu'il choisit, qu'il sait travailler, et une forme extérieure qu'il imprime par son art. Eh bien, Aristote, par analogie, en regardant un morceau de marbre brut, un caillou, un corps naturel, constatera, dès le point de départ, qu'il y a bien une matière pesante qui est là, avec sa masse qu'on peut toucher. Mais que cette matière pesante, elle n'a pas seulement une figura extérieure. De l'intérieur, de manière immanente, elle a une structure particulière, une structure qui est propre au marbre, un toucher particulier. Eh bien, cette structure de la matière pesante, son intelligence l'appellera, par analogie avec l'art, la forme de ce corps physique particulier qui est un morceau de marbre. Et donc, il constate que ce marbre particulier, il a une nature matière pesante et il a une nature forme qui structure cette matière. Donc c'est une distinction analogique qui est fort pratique, mais qu'il ne faut pas chosifier chez Aristote. Elle lui permet simplement d'indiquer que son intelligence peut, dès le départ, dans ce corps particulier qu'est le marbre ou l'eau, découvrir une distinction entre deux choses qui, en réalité, sont toujours unies. Je veux dire par là que dans la réalité, on ne trouve jamais une matière sans forme. On ne trouve jamais une forme sans matière. C'est une distinction que fait l'intelligence. Ce qui existe concrètement et systématiquement, c'est de la matière qui a une structure immanente. Et cette structure immanente, unie à cette matière, donne des propriétés extérieures liées au mouvement lorsqu'on soumet ce corps particulier qu'est le marbre à des mouvements. Si on tape dessus avec un marteau, il va réagir avec un son particulier, il va se casser d'une manière particulière. Ça, ce sont les effets extérieurs dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, Aristote, à partir de la constatation de l'unité de ce corps physique qu'est le marbre, et de la diversité qu'il y a en lui, la forme, la matière, les propriétés liées au mouvement, les propriétés de toucher, les propriétés d'odeur, etc., Aristote en arrive à induire la cause efficiente unique de l'unité de tout cela, qu'il appelle l'aphousis, la nature au sens principe, au sens cause immanente de l'être, de la structure et des propriétés de ce corps physique. Donc voilà comment on peut poser les choses, et voilà comment, dans sa somme théologique, saint Thomas d'Aquin, assumant la philosophie d'Aristote, s'en servira plus tard. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette induction, telle que je viens de la faire, elle est périmée? Est-ce qu'on peut dire que la science moderne l'envoie balader? Eh bien, en réalité, pas du tout. Elle reste tout à fait valable. La science moderne, elle, ce qu'elle a simplement développé, c'est la description des propriétés extérieures de ces corps physiques. C'est aussi la description de sa structure immanente à partir d'atomes, de molécules. Et ça, elle va parfaitement le découvrir grâce aux instruments comme le microscope. Cependant, le principe d'unité de tout cela, la cause qui permet d'expliquer l'unité de ce corps physique particulier qu'est l'eau, qu'est le marbre, etc., eh bien ça reste tout à fait valable, même actuellement. Et on en constate les effets au niveau de l'expérience. Mais cela, je le manifesterai encore mieux dans la leçon suivante, où je vais aborder les réalités, non plus simplement avec les 5 sens comme le faisait Aristote, mais à tous les niveaux, depuis l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand,
de son organisation, telle que la science moderne l'a manifestée. Et je montrerai comment je peux procéder de la même façon à l'induction de ce principe d'unité qu'est la nature.